En 1860, 600 hommes se sont rassemblés sous un pâté de maisons de Chicago. Ils se sont positionnés sous des magasins, des bureaux, des imprimeries et une banque. Au-dessus de leur tête siégeaient 35 000 tonnes de briques, de pierre et de fer, 4 et 5 étages de bâtiments occupés s'étirant sur plus de 97 mètres le long de Lake Street. À l'intérieur de ces bâtiments, les clients examinaient les marchandises, les employés classèrent la paperasse, les propriétaires comptaient leurs stocks. Et sous leurs pieds, ces 600 hommes ont commencé à tourner 6000 vérins à vis dans une synchronisation parfaite. En l'espace de 5 jours, le bloc entier s'est élevé de près d'1,50 m dans les airs. Pas une seule fenêtre ne s'est fissurée, pas un seul mur n'a bougé, et les personnes à l'intérieur l'ont à peine remarqué. Cela s'est réellement produit. C'est documenté et célébré dans les manuels d'ingénierie comme l'une des plus grandes réalisations de l'ingéniosité américaine. Et d'une certaine manière, le fait qu'ils s'en vantent rend la chose encore plus terrifiante que s'ils avaient essayé de la cacher. Je ne cherchais pas cela quand j'ai commencé cette enquête. Je cataloguais simplement des exemples de rez-de-chaussée enterrés, ces étranges fenêtres de sous-sol qui se trouvent au niveau de la rue, dans les vieilles villes du monde entier. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes le genre de personne qui refuse de prendre les récits officiels pour argent comptant, prenez un moment pour vous abonner au canal, aimez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez ce dossier. Car il y a de fortes chances que ce que je vais vous décrire dorme en ce moment même sous l'asphalte de votre propre rue. L'histoire officielle nous dit que Chicago devait être surélevée à cause du choléra. En 1854, une épidémie a balayé la ville et tué 6% de la population en un seul été. La ville ne s'élevait qu'à 1 mètre au-dessus du lac Michigan, sur des marais argileux qui refusaient de se drainer. Les rues devenaient des rivières de boue si profondes qu'elles auraient englouti des chiens et de petits enfants. L'eau stagnante s'accumulait partout, favorisant les maladies. En 1855, la ville a engagé un ingénieur nommé Ellis Sylvester Chesbrough, qui a proposé de construire le système d'égouts au-dessus du sol, en posant les tuyaux sur les rues existantes, puis de surélever la ville entière pour les recouvrir. Chaque rue monterait de 1,2 à 4,2 mètres, et chaque bâtiment devrait suivre. Le premier bâtiment en maçonnerie a été soulevé en janvier 1858. C'était une structure en briques de 4 étages, longue de plus de 21 mètres et pesant 750 tonnes. Les travailleurs ont positionné 200 vérins en dessous, et sur plusieurs jours, ils ont soulevé le bâtiment de près de 1,9 m dans les airs. En 1861, George Pullman et ses partenaires ont soulevé la Tremont House, un hôtel de luxe de 6 étages couvrant plus d'une acre de terrain. 500 hommes ont actionné 5000 vérins depuis des tranchées couvertes sous la structure, et l'hôtel s'est élevé de près de 2 mètres sans incident. La plupart des clients n'avaient aucune idée de ce qui se passait. L'histoire officielle dit que c'était un miracle d'ingénierie sanitaire, mais les mathématiques et la logistique disent autre chose. Comment une ville incorporée à peine 30 ans plus tôt, passée de 50 personnes à plus de 100 000 en une seule génération, a-t-elle perfectionné cette technologie presque immédiatement? La technique est apparue complètement formée et a fonctionné sans faille dès le départ, sans essais et erreurs documentés, sans courbe d'apprentissage d'aucune sorte. Et ce n'est pas seulement Chicago. Seattle a fait exactement la même chose. Le 6 juin 1889, un incendie a détruit entre 25 et 30 pâtés de maisons du quartier commerçant de Seattle, causant des pertes estimées à 20 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque. Dans les jours qui ont suivi, les dirigeants de la ville ont décidé de surélever le niveau entier des rues d'environ 3,6 à 9 mètres. L'explication officielle était pratique, la ville avait été construite sur des estuaires, les rues étaient régulièrement inondées. Mais ils n'ont pas attendu que le rehaussement des rues soit terminé avant de reconstruire. Les propriétaires ont immédiatement construit de nouveaux bâtiments sur l'ancien terrain bas, sachant que leur rez-de-chaussée deviendrait un jour des sous-sols. Pendant des années, Seattle a fonctionné comme 2 villes, empilées l'une sur l'autre.
Les piétons devaient en grimper à des échelles pour passer du niveau de la rue aux entrées des bâtiments en contrebas. La ville a installé des prismes en verre, appelés Vault Lights, dans les nouveaux trottoirs pour laisser la lumière du jour filtrer vers la ville en dessous. En 1907, la ville a condamné les souterrains sous prétexte de crainte de peste bubonique, scellant toute une version de la ville pour faire comme si elle n'avait jamais existé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma qui se répète avec une précision troublante. Vous enterrez la vieille ville, vous scellez le passé sous des mètres de terre et de béton. Mais pour effacer complètement ce qui existait avant, enterrer les bâtiments ne suffit pas. Il faut aussi effacer les preuves sur papier. Et c'est là que le feu devient l'outil bureaucratique parfait. La nuit du 8 octobre 1871, le grand incendie de Chicago a commencé vers 21 h. Au cours des 2 jours suivants, il a détruit 17 450 bâtiments sur près de 9 km², tuant 300 personnes et laissant 100 000 sans-abri. Le quartier des affaires, qui venait d'être surélevé à grands frais, a été complètement anéanti. Mais la véritable horreur ne s'est pas arrêtée aux limites de la ville. Cette même nuit, à la même heure, à 320 km au nord, un autre incendie s'est déclaré à Peshtigo, dans le Wisconsin. Il a brûlé 1,2 million d'acres et fait entre 1200 et 2500 victimes, ce qui en fait l'incendie le plus meurtrier de l'histoire américaine. Le bilan exact des morts est inconnu, car tous les registres locaux ont été détruits. La même nuit, Port Huron dans le Michigan a brûlé. Holland dans le Michigan a brûlé. Manistee dans le Michigan a brûlé. 5 incendies majeurs répartis sur 3 États, éclatant tous la même soirée. L'explication officielle pointe vers une longue sécheresse et des vents violents du sud-ouest. Mais les témoins ont décrit des phénomènes qui défient la physique d'un simple feu de forêt. À Peshtigo, les survivants ont parlé d'une tempête de feu générant son propre système météorologique, avec des vents dépassant les 160 km/h et des températures supérieures à 1000 degrés. Les gens ont rapporté avoir vu des flammes bleues jaillir des sous-sols. L'oxygène a été consumé si rapidement que des personnes ne présentant aucune brûlure ont été retrouvées mortes, comme si l'air lui-même avait été transformé en arme. Que s'est-il réellement passé en octobre 1871 ? Les registres antérieurs à l'incendie de Chicago ont brûlé. Les bâtiments qui avaient été soulevés ont brûlé. La documentation indiquant qui vivait dans ces bâtiments et ce qui se trouvait sous eux a brûlé. À qui profite une telle table rase ? Pour le comprendre, il faut examiner ce que le gouvernement faisait avec la terre américaine pendant cette même fenêtre temporelle. Les Archives nationales des États-Unis possèdent une page officielle sur le Homestead Act. Sur cette page figure une ligne que la plupart des citoyens n'ont jamais lue. Elle indique que sur 500 millions d'acres dispersés entre 1862 et 1904, seulement 80 millions sont allés aux colons. Je vous invite à faire le calcul. 420 millions d'acres sont allés ailleurs. Ils ne sont pas allés aux familles de fermiers à qui l'on avait promis une chance équitable. Ils sont allés aux spéculateurs, aux éleveurs, aux compagnies minières, aux exploitants forestiers et aux compagnies de chemin de fer. 84% de la plus grande distribution de terres de l'histoire a manqué sa cible. La loi signée le 20 mai 1862 promettait 160 acres de terres publiques à tout citoyen prêt à les cultiver pendant 5 ans, pour des frais de dossier de 18 $. L'histoire est belle. Elle forge le mythe américain. Mais la loi a été rédigée avec des failles institutionnelles massives. Les Archives nationales elles-mêmes la décrivent comme formulée de manière si ambiguë qu'elle semblait inviter à la fraude. La loi exigeait des colons qu'ils construisent une habitation de 12 par 14 sur leur concession. Mais les rédacteurs n'ont jamais précisé s'il s'agissait de pieds ou de pouces. Des spéculateurs ont donc construit des structures miniatures de 12 pouces par 14 pouces, de petites boîtes en bois posées sur un carré de terre, puis ont déposé des réclamations sur 160 acres.
De plus, une clause permettait de contourner l'exigence de résidence de 5 ans en payant 1,25 hectares par acre après seulement 6 mois, une pratique appelée commuting, site 1253-1254. Site start. Les spéculateurs déposaient une réclamation, attendaient 6 mois, payaient $200 pour 160 acres et revendaient le tout à profit. Mais la fraude n'est que la surface. Le véritable mécanisme de vol était légal. 6 semaines après avoir signé le Homestead Act, la présidence a signé le Pacific Railroad Act le 1er juillet 1862, puis le Morrill Land Grant Act le 2 juillet. Les chemins de fer ont reçu à eux seuls plus de 175 millions d'acres de terres publiques entre 1850 et 1871, une superficie supérieure à celle du Texas. Ces entreprises ont ensuite revendu ces mêmes terres aux colons qui étaient censés les obtenir gratuitement. Le gouvernement ne distribuait pas des terres vides. Il distribuait des terres qui devaient d'abord être vidées de leurs occupants initiaux, de la mémoire de ceux qui s'y trouvaient et des droits de propriété antérieurs. Et si l'on parle de droits de propriété, il faut regarder comment le système s'est débarrassé des propriétaires les plus vulnérables. Le système n'a pas seulement volé la terre à grande échelle, il a aussi créé des mécanismes chirurgicaux pour exproprier les individus gênants. L'histoire d'Elizabeth Packard en est la preuve terrifiante. Le matin du 18 juin 1860, Elizabeth s'est réveillée dans sa maison de l'Illinois, entourée de ses 6 enfants. À la tombée de la nuit, elle était enfermée à l'hôpital d'État pour aliénés de l'Illinois. Son crime n'était pas la violence ou le vol. Elle avait simplement exprimé des opinions religieuses qui différaient de la doctrine calviniste de son mari. Pour cela, son mari Théophilus a organisé l'arrivée du shérif du comté pour l'emmener de force sous les yeux de ses enfants. 3 ans plus tard, lorsqu'ils l'ont finalement libérée, elle est rentrée chez elle pour découvrir que son mari avait vendu ses meubles, pris son argent, loué leur maison à des étrangers et fui l'État avec tous leurs enfants. Et voici ce qui glace le sang. Elle n'avait aucun recours légal. Aucun. En vertu du droit américain de 1860, Elizabeth Packard n'existait pas en tant que personne juridique. Une doctrine juridique appelée couverture stipulait que l'existence légale d'une femme était suspendue pendant le mariage, incorporée et consolidée dans celle du mari. Une femme mariée ne pouvait posséder de biens, signer de contrats, conserver son salaire ou détenir la garde de ses propres enfants. Pire encore, une loi de l'Illinois de 1851 exigeait une audience publique avant tout internement psychiatrique, sauf pour une catégorie de personnes. Un mari pouvait faire interner sa femme sans la preuve de folie exigée dans d'autres cas. Sans audience, sans preuve médicale, juste avec sa signature et un médecin complaisant. Pourquoi créer un tel système ? Pourquoi faciliter à ce point l'internement des femmes ? La réponse se trouve dans les registres. L'asile de Trans-Allegheny, en Virginie occidentale, a conservé un registre d'admission de 1864 à 1889, contenant 125 raisons officielles d'internement. Lisez-en certaines: paresse, lecture de romans, excitation politique, enthousiasme religieux, amour déçu, jalousie, égotisme, troubles domestiques. Et la plus terrifiante de toutes, mauvais traitement par le mari. Une femme battue par son mari pouvait être internée pour ce motif. Elle était enfermée, il gardait la maison et les enfants. Il ne s'agissait pas de santé mentale. Il s'agissait de contrôle et de propriété. Sous la couverture, un mari possédait tout, mais la femme conservait certains droits résiduels sur l'immobilier qu'elle avait hérité de sa propre famille. Si le mari voulait vendre cette propriété, il avait besoin de sa signature et de son consentement. Mais une femme déclarée légalement folle n'avait aucune capacité à consentir ou à s'opposer. Sa propriété pouvait être aliénée sans son implication. Des milliers de femmes ont disparu des registres généalogiques autour de 1870, reclassées comme patientes, leurs biens transférés, leur passé effacé. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de vérifier. Cherchez les registres d'asile,
analyser la corrélation entre les internements de femmes et les transferts de titres de propriété de l'époque. Mais pour bâtir un nouveau monde, il ne suffit pas d'enterrer l'ancien, d'en brûler les registres et d'en exproprier les témoins. Il faut une nouvelle population, vierge de mémoire, obéissante et prête à travailler le nouveau système. Il vous faut effacer le tissu même de la famille. C'est là que les trains interviennent. Entre 1854 et 1929, 250 000 d'enfants ont été chargés dans des trains à New York, Boston et Philadelphie et expédiés vers des communautés rurales à travers le pays. Le mouvement des Orphan Trains, organisé principalement par la Children's Aid Society de Charles Loring Brace et le New York Foundling Hospital, est la plus grande relocalisation de masse d'enfants de l'histoire américaine. La version officielle veut que les villes de la côte Est fussent submergées par des foules d'enfants des rues, orphelins victimes de la pauvreté et des maladies. Charles Loring Brace a voulu les sauver en les envoyant dans de saines familles d'agriculteurs du Midwest. Mais les archives racontent une toute autre histoire. Les recherches menées par Johns Hopkins montrent que 90% des enfants placés dans les orphelinats américains avaient au moins un parent en vie. L'asile des orphelins protestants de Saint-Louis a documenté entre 1847 et 1869 que seuls 27% de leurs pensionnaires étaient de véritables orphelins, tandis que 69% avaient encore un parent vivant. Ces enfants n'étaient pas sans famille. Ils appartenaient à des familles pauvres, des immigrés ou des populations jugées indésirables. Le terme orphelin était une étiquette de convenance, un mensonge bureaucratique pour justifier le déracinement. Une fois arrivés à destination, ces enfants étaient exposés sur des quais de gare ou dans des opéras locaux. Les habitants de la ville les inspectaient, tâtaient leurs muscles, regardaient leurs dents, dans des scènes que les témoins de l'époque comparaient à des ventes aux enchères de bétail ou d'esclaves. On demandait souvent aux enfants les plus âgés de rompre tout contact avec leur passé. Leurs noms étaient changés. Leurs origines étaient effacées. Près de 250 000 êtres humains ont été redistribués à travers le pays comme force de travail agricole, déconnectés de leur propre histoire par une conception institutionnelle. Leurs descendants, estimés à plus de 2 millions d'Américains aujourd'hui, se heurtent à un mur de briques généalogiques. Comment un tel effacement de masse a-t-il pu rester indétectable? Comment des millions de descendants se retrouvent-ils aujourd'hui dans l'incapacité absolue de remonter leur lignée au-delà d'une certaine date? Parce que l'administration a organisé l'incendie final. Le recensement de 1890 aurait pu répondre à toutes ces questions. C'était le recensement le plus complet jamais tenté, documentant près de 63 millions d'Américains avec un niveau de détail inédit. Il recensait le statut d'immigration, la naturalisation, le nombre d'enfants nés, la propriété de la maison, et il enregistrait chaque foyer sur des formulaires individuels traités par les machines à cartes perforées d'Herman Hollerith, la genèse d'IBM. C'était l'inventaire complet d'une population pendant l'apogée des Orphan Trains et des grands transferts de terres. Le 10 janvier 1921, un incendie s'est déclaré dans le sous-sol du bâtiment du département du commerce à Washington, où ces registres étaient stockés. Le sous-sol contenait une chambre forte, ignifuge et étanche, construite spécifiquement pour protéger des documents irremplaçables. Les recensements de 1880, 1900 et 1910 y étaient en sécurité. Mais le recensement de 1890, le plus crucial de tous, était empilé sur des étagères en pin, à l'extérieur de la chambre forte, juste à côté de la chaufferie et d'un atelier de menuiserie rempli de sciure. Lorsque les pompiers sont arrivés, les registres de 1890 étaient les premiers sur le chemin des pompiers. Ils ont inondé le sous-sol. L'incendie a détruit environ 25% des registres. L'eau et la fumée en ont endommagé 50% autres. Cela signifie qu'environ 38% des documents, soit les informations de près de 24 millions de personnes, ont survécu intacts. Qu'est-il arrivé à ces archives intactes? Le gouvernement les a laissées pourrir dans un entrepôt pendant 12 ans. Aucune tentative de restauration, aucune copie. Puis, en décembre 1932,
Le greffier en chef du bureau du recensement a discrètement envoyé une liste de documents prévus pour la destruction au bibliothécaire du Congrès. L'article 22 de cette liste indiquait « Schedule, population, 1890, original ». Le bibliothécaire n'a identifié aucun document digne d'être conservé. Pas un seul sur 63 millions de noms. Le 21 février 1933, le Congrès a autorisé la destruction totale des registres restants de 1890. Et voici le détail qui devrait vous empêcher de dormir. Un jour plus tôt, le 20 février 1933, le président Herbert Hoover posait la première pierre du nouveau bâtiment des Archives nationales, l'installation ignifuge, conçue spécifiquement pour empêcher ce genre de perte. À un jour d'intervalle. Ils ont détruit la preuve documentaire de l'ère de transition un jour avant de commencer à construire le bâtiment censé protéger l'histoire américaine. Sur près de 63 millions de noms, environ 6 000 survivent aujourd'hui. Une note manuscrite retrouvée plus tard dans un dossier du bureau du recensement indiquait que la destruction n'avait pas été approuvée par le géographe. Quelqu'un s'est opposé à l'intérieur du système, il a été ignoré. Ce n'est pas une tragédie, c'est une frappe chirurgicale contre la mémoire collective. Prenez du recul et contemplez le tableau d'ensemble. Entre 1850 et 1930, une ingénierie colossale a été déployée. On soulève physiquement des villes entières, Chicago, Seattle, pour enterrer le premier niveau sous le prétexte d'égouts. Des incendies simultanés éclatent sur plusieurs États en une seule nuit d'octobre 1871, réduisant en cendres des architectures grandioses et tous les cadastres existants. Le gouvernement lance le Homestead Act, promettant la terre au peuple, mais utilise des failles bureaucratiques pour transférer 420 millions d'acres aux corporations. Des lois psychiatriques et civiles, comme la couverture, sont appliquées pour faire disparaître dans des asiles les propriétaires légitimes et les voies divergentes, effaçant leur existence juridique. Pendant ce temps, 250 000 enfants, dont la grande majorité avaient des parents, sont expédiés à travers le continent, privés de nom, de passé et d'identité, pour servir de main-d'œuvre et repeupler les territoires conquis. Karumbi. Et enfin, le recensement de 1890, le seul document exhaustif qui reliait les individus d'avant à l'Amérique d'après, est négligé puis cyniquement incinéré à l'aube de la création des Archives nationales. Si vous vouliez effacer le fonctionnement du monde d'avant, si vous vouliez rompre la chaîne de transmission entre une époque révolue et la nouvelle société industrielle, c'est exactement la méthode que vous emploieriez. Vous ne brûleriez pas seulement les bâtiments, vous effaceriez la paperasse, vous exproprieriez la terre, vous interneriez les témoins gênants, et vous redistribueriez les enfants en les forçant à oublier qui ils sont. Je ne vous demande pas de me croire. Les registres des asiles sont publics. Les brevets de vérins de Chicago sont dans les archives d'ingénierie. Le mémorandum du Congrès de 1933 autorisant la destruction du recensement est un document gouvernemental officiel. La preuve n'est pas cachée dans une crypte secrète. Elle est diluée dans la bureaucratie, étouffée sous l'ennui des procédures administratives, classée sous la rubrique « catastrophe naturelle » ou « progrès civique ». Le mur que vous frappez lorsque vous faites vos recherches généalogiques n'est pas un défaut de l'histoire. C'est le design même du système. C'est la cicatrice d'une époque où l'on a réécrit la réalité à coups de lois, de feux et de trains. Partagez cette vidéo, diffusez ces archives avant que l'algorithme ne les étouffe, et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez trouvé des anomalies dans les vieux registres de votre région. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'oublier.